le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie tous et chacun. Merci de nous suivre, de partager notre contenu. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On veut vraiment agrandir cette communauté-là. Évidemment, vous pouvez toujours nous suivre sur tous les réseaux sociaux et évidemment toutes les plateformes audio, Apple Podcast, Spotify. On est aussi sur Amazon Music ou Audible. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. On est le mois de septembre, c'est la rentrée parlementaire. Il y a beaucoup de choses à discuter. Politiquement parlant, jamais aussi bien porté son nom. Alors, on est bien content. Et en plus de la politique québécoise qui nous passionne, canadienne évidemment, on a aussi d'autres choses qui nous plaisent beaucoup. Et c'est la politique américaine. Oui, exact. Puis, ça tombe bien, on a un invité quand même spécial aujourd'hui. Quelqu'un qui est très occupé. Donc, le fait, c'est une coïncidence, franchement, qu'on aurait pu, qu'on a pu tout faire ça. Surtout cette semaine-ci où il y a eu le débat aux États-Unis. Puis, my God, comme tu as dit, il y a plein de choses qui se passent. Là, puis, c'est une rentrée parlementaire qui est remplie d'intérêt. Donc, on est content d'avoir l'invité. Tu veux-tu nous l'introduire? Oui, absolument. Alors, notre invité aujourd'hui, à Politiquement parlant, c'est Guillaume Lavoie, qu'on a l'occasion de voir sur plusieurs plateformes, plusieurs tribunes, je devrais dire, à commenter la politique américaine. Il est à la chaire Raoul Dandurand et donc bien connu pour avoir commenté la politique américaine sur diverses radios et télé. Bonjour Guillaume. Bonjour Salim, bonjour Georges. Je disais justement, c'est une coïncidence parce que on aime ça faire les balados juste moi et Salim, ça nous permet d'échanger un peu plus, on est beaucoup plus flexible, puis on est plus libre à dire ce qu'on veut. On se défoule. C'est ça. Puis là, il y a eu le débat, puis on s'est envoyé des messages cette semaine, dit de quoi tu veux parler, etc., etc. Puis là, on dit, il faut qu'on mentionne le débat aux États-Unis. Puis il dit, tu sais quoi, Guillaume Lavoie va venir. Oui, ça tombe bien. Il est à la Rive-Sud, donc je veux le dire de passer. Donc, ça tombe bien. Non, on aurait voulu l'organiser, que ça n'aurait pas fonctionné. Là. Alors, tant mieux. Alors, on est là. Excellent. Merci en tout cas d'être là. Guillaume, tu connais peut-être déjà un petit peu notre format. Hein, on est dans une discussion, on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Mais en fait, ce qu'on aime surtout, c'est de parler des choses auxquelles les gens n'ont pas nécessairement pensé. Donc, tu as des petites histoires, des petites anecdotes. Je sais que tu es allé à la Convention républicaine, à la Convention démocrate. Puis, c'est pas les premières auxquelles tu as participé. Puis, tu en as fait quand même beaucoup de choses. Alors, on est dans un format podcast où on peut parler de choses. Alors, toutes tes anecdotes, toutes tes choses, parle-nous pas de bouteille de vin avec le PM pendant une pandémie. C'est la seule chose qu'on te demande. Ça marche. Écoute, ça fait... j'ai eu un coup de vieux parce que dans une convention, la petite histoire, dans une convention démocrate ou républicaine, c'est toujours du lundi au jeudi à peu près. Alors, le jeudi, c'est le discours du candidat principal à la présidence. Habituellement, le mercredi, c'est le discours du candidat à la vice-présidence. Le lundi, c'est un ancien ou à peu près, mais le mardi soir, c'est le keynote. Donc, comme un orateur invité particulier. Cette année, c'était Obama. Ma première convention que j'ai couverte est en 2024. C'était en 2004. Et le keynote, c'était quelqu'un que personne ne connaissait, un certain Barack Obama. Ah ouais. Alors là, d'un mardi à l'autre, 20 ans entre les deux, un gros coup de vieux, là. Ah oui, 2004, c'est vrai, on l'oublie parce que, le temps passe, mais Barack Obama s'est fait connaître par son discours à la Convention démocrate de 2004, un magnifique discours d'ailleurs. Moi, je me souviens que j'avais aucune idée de qui il était. Puis en plus, j'étais à l'université à l'époque, en sciences politiques, donc en théorie, j'aurais dû être un peu mieux informé. Mais en fait, j'ai découvert le gars environ 3 ans plus tard, aux alentours de 2007-2008, où il commençait à avoir quelques velléités politiques supérieures. Donc, il a été, d'abord, pour donner de l'espoir à tous ceux qui peuvent s'imaginer dans un désert politique, là, voici 8 ans dans la vie de Barack Obama, parce que les conventions ont 4 ans. Alors, à la convention de 2000, à Los Angeles, Barack Obama prend l'avion, un jeune militant,
il n'est pas capable de rentrer. Parce qu'il n'y a pas les bons credentials, les bons contacts. Là. Il n'est pas capable de rentrer. À la convention 2004, il est le keynote speaker. Incroyable. Et à la convention 2008, il arrive en avion et sur l'avion, c'est son nom. Incroyable. Alors, comment 8 ans, des fois, ça peut être le jour et la nuit? C'est une belle progression là, sur 8 ans. Son livre, il y a 2 livres de Barack Obama, mais le livre à lire, c'est celui qu'il a écrit quand il était un jeune étudiant à Harvard, qui est, je pense, la croyance dans Faith in My Fathers ou les rêves de mon père, quelque chose comme ça. Et il parle de son conflit d'identité, lui qui est noir. Mm-hmm. Il arrive dans les années 70, alors dans la lutte là, qu'on connaît, mais il n'a pas grandi. Il a grandi à Hawaï, autre réalité. Au Kansas, ses grands-parents sont blancs. Alors, c'est comme s'il n'y avait rien du parcours, puis tout de l'allure. Alors, il est un peu comme en conflit avec ça. Et c'est vraiment pour quelqu'un d'aussi jeune d'écrire un livre aussi brillant et profond. C'est le livre à lire pour réfléchir sur qu'est-ce qui l'a formé. Parce qu'à la fin, je dis souvent ça, dans le crunch, en politique, quand la crise arrive, c'est ta personnalité profonde qui ressort. Alors, c'est un peu là qu'il l'a forgé. Moi, ce qui... ça m'étonne un peu, mais en même temps, je ne sais pas trop. Là, on a eu tellement de discussions avec ça, avec Salim. Ça a l'air qu'il y a eu une transition tellement rapide d'une politique normale entre guillemets, et d'une politique chaotique. Tant aux États-Unis que même au Canada, des dernières années, ça commence à être quelque chose qu'on n'a jamais vu ou vécu au Canada. Les attaques personnelles, des affaires de même. Puis on a eu d'autres invités aussi qu'on leur a posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on est passé des débats où les candidats se respectaient mutuellement puis ils le disaient un à l'autre? Je suis d'accord avec vous. Kennedy et Nixon, les deux disent, en face de moi, c'est un homme honorable, extrêmement compétent. Ouais. Je pense qu'il dira la même chose de moi. Maintenant, on a des idées divergentes. Parlons de ça. C'est ça. Il y a aussi le clip populaire de John McCain où il y a une madame qui dit c'est un terroriste ou je sais pas trop quoi de Obama, puis il la corrige. Là, puis il y avait ce respect mutuel. Puis nous, on l'a vécu là, à l'Assemblée nationale. On peut ne pas être d'accord avec les gens qui sont assis de l'autre côté, mais en arrière-scène, les gens sont des amis. Il y a un respect, puis on est tous d'accord que la job qu'on fait là, c'est pour les citoyens québécois ou canadiens ou américains ou whatever. Puis c'est correct de ne pas être d'accord sur des sujets de fond. Puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais depuis qu'Obama est parti, ça a l'air que le contexte politique a changé de façon dramatique. Puis je pense qu'on vit un peu le spillover là, au Canada là, dernièrement. Je sais pas, toi, depuis ces conventions-là que tu es allé voir, ou certainement c'était beaucoup plus différent, puis tu vas nous raconter ça, tu es allé voir ces conventions-là cette année. As-tu remarqué ça aussi, un changement de ton ou de... Oui. D'abord, parlons tout de suite du Parti républicain d'aujourd'hui. Là. Ça n'a rien à voir avec le parti... Alors, je vais vous le résumer comme ça. Ronald Reagan ne se ferait pas élire conseiller municipal dans ce parti-là. Là. George Bush père, encore moins. Écoutez, imaginez, là, Dick Cheney, c'est pas un petit nom dans le mouvement conservateur aux États-Unis. Là. Il était vice-président, il était en vie, puis il dit « Moi, je vote pour l'autre. » Sa fille était numéro 3. Liz Cheney, là, elle a des dizaines d'années de service au sein du Parti républicain. Elle était numéro 3 au parti. Elle avait gagné sa primaire avec 75% des votes, ou à peu près. Elle était au Wyoming. Là-bas, les démocrates, c'est une espèce en voie de disparition. Quand elle s'est rebellée contre Trump, elle a perdu par à peu près la même marge. Si George W. Bush, qui est toujours vivant, s'était présent, non seulement il n'était pas invité à la convention, il n'était pas là, s'il s'était pointé, il aurait été hué là, d'une manière là, absolue. Là. Ce parti-là, maintenant, c'est le parti de Trump. Puis, c'est pas nouveau dans le sens que, à un moment donné, c'est comme le virus, là, c'est quoi qui a commencé ça, l'épidémie? Ouais. La fin de l'institutionnalisme, d'abord, c'est la blague, c'est on ne va plus à la messe ensemble. C'est pas un plaidoyer religieux, c'est il n'y a plus de moment où on se retrouve. C'est assez dur de finir par voir ton voisin autrement que comme quelqu'un comme toi, quand tu lui parles jamais, que tu le vois jamais, tu le côtoies jamais, ni au terrain de soccer, ni au terrain de baseball. À un moment donné, on finit par vivre dans des lieux complètement séparés. Puis à partir du moment où on ne se côtoie jamais, c'est bien plus facile de démoniser l'autre. Mm-hmm.
à partir du moment où on invente, il y a plein de facteurs. On a inventé l'avion. Avant, les gens restaient à Washington. Puis là, il y avait du temps de libre, puis ils passaient du temps ensemble, prenaient des verres et autres. Maintenant, tu as tellement besoin de lever d'argent aux États-Unis que dès que tu as fini ta petite journée à Washington, tu rembarques dans l'avion, puis tu retournes dans ton district, dans ton État, pour lever de l'argent. Après ça, c'est la maladie des médias spécialisés. À un moment donné, on ne magasine plus un set de faits. T'sais, avant, tout le monde écoutait le téléjournal de Bernard de Rome. Là, on a tous la même histoire. Puis là, après ça, on se bataille sur les interprétations de la chose. Là, maintenant, je ne cours pas après des faits. Je cours après des opinions qui renforcent mes propres biais. Ouais. Un des exercices que je recommande aux gens, puis je vous l'avertis, c'est pas facile, là. Allez écouter Fox News, mais avec le caveat suivant. Dites-vous, pendant une semaine de temps ou 2 semaines, je ne vais écouter que Fox News. Au début, vous allez faire des boutons, vous allez rager, etc. Puis à un moment donné, ça finit par devenir la chose avec laquelle vous allez travailler. C'est extraordinairement fort. D'ailleurs, c'est la première source d'information aux États-Unis. MSNBC, c'est pas mieux. Ouais. C'est une espèce de réponse pas aussi bonne à gauche. Alors, à un moment donné, si tu fais juste être... D'ailleurs, je vois ça. Il y a un politicien bien connu qui avait déjà dit 90% des gens sont d'accord avec moi sur ma page Facebook. Alors, c'est risible. Mais ce que ça traduit, c'est de ne pas réaliser que dans ta page Facebook, c'est toutes des comme toi. Ouais. Regardez votre cercle d'amis, contrairement à sa famille. Hein, on choisit nos amis, bien, nos amis nous ressemblent un peu. Alors, c'est pour ça que le lendemain des élections, quelqu'un va dire « Moi, je connais personne qui a voté pour eux ». Mais ça veut dire que tu ne côtoies pas la société en général, parce que s'il a gagné, il y en a qui votent pour lui. C'est contre nature, ou c'est contre l'inclinaison naturelle d'aller lire des chroniqueurs que tu détestes, qui te mettent en maudit. Ça prend du travail là, pour faire ça. Il y a de moins en moins de lieux communs aux États-Unis. Et moi, je pense que dans mes inquiétudes, en haut de la liste, pour le Québec, par exemple, il y a de moins en moins de lieux communs où on est tous là. Alors là, c'est intéressant parce que tu as donné un très bel exemple du Parti républicain qui s'est plus éloigné du conservatisme traditionnel pour devenir le parti de Trump, le MAGA, là, d'une certaine manière. Là. Qu'est-ce que tu peux dire sur le Parti démocrate? Parce que moi, je dis toujours qu'il y a certains phénomènes qu'on peut retrouver aussi de l'autre côté de la clôture. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont aussi prononcés, mais il doit aussi y avoir un petit peu de ça, parce qu'on a beaucoup reproché aussi aux démocrates d'avoir une frange de gauche assez dure, allant même jusqu'au mouvement wokiste qui vote démocrate, on s'entend que ce n'est pas des gens qui votent pour le mouvement MAGA. Et puis, sans sombrer dans ces extrêmes-là, tu as aussi une espèce de gauche dure, représentée aussi au Congrès par les Cortez de ce monde, et avant ça, Bernie Sanders, etc. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le Parti démocrate? En fait, c'est comme s'ils avaient été attaqués par la même maladie, si on pourrait appeler ça comme ça, mais eux, ils avaient empêché qu'ils prennent le pouvoir. C'est ça l'affaire. Il y a des ailes extrémistes dans tous les partis. Si tu les mets au pouvoir, c'est plus la même chose, là. Il y a toujours eu des groupes radicaux au sein des républicains puis au sein des démocrates. La différence, c'est que les démocrates ne les ont pas laissés aller. Ils ont causé du trouble, ils ont causé des défaites, et ils ont coûté des votes. Moi, je me souviens, c'était une élection de mi-mandat, il y avait eu un appel, puis plein de démocrates centristes étaient furax contre une espèce de gauche caviar, le mouvement définancer la police, etc. Ils me disaient, ton discours m'a fait perdre mon élection. C'est ça. Et il y a eu, là-dessus, il faut donner le crédit à Joe Biden. Joe Biden ne mange pas de ce pain-là. Ce n'est pas un gauchiste nouvelle tendance. C'est pas de la gauche identitaire, c'est de la gauche socio-économique. Reconstruire le substrat manufacturier, reprioriser la classe moyenne, favoriser les lois sur le travail et les syndicats. On n'est pas dans la gauche identitaire à la QS, là. Et si tu enlèves Joe Biden, ben là, tu n'as plus le même Parti démocrate. Et il a vraiment pesé très fort. Et d'ailleurs, toute cette gauche-là a fini par soit être expulsée dans des primaires. Ça fait plusieurs démocrates là, très, très, très campés à gauche qui se sont fait sortir par d'autres démocrates.
Et ceux qui sont restés, Ocasio-Cortez est un cas intéressant, sont rentrés dans le rang, là. Ils disent plus la même chose aujourd'hui. On les entend moins, d'ailleurs. Ou, par exemple, elle a fait un très bon discours à la Convention, mais là, c'est compatible avec le centre. C'est campé à gauche, mais on est revenu à une gauche socio-économique, pas une gauche identitaire raciale ou une gauche woke. On n'est plus là, parce que tu ne gagnes pas avec ça. Et d'ailleurs, parlons de Kamala Harris. Moi, je dis tout de suite, son meilleur allié dans la campagne, c'est Trump. Son pire adversaire dans la campagne, c'est elle. Pas elle aujourd'hui, elle en 2020. En 2020-2019, quand elle se présente pour être candidate présidentielle, à la surprise de tous, George Floyd, ça vient d'arriver. Le virage woke est en plein essor au Parti démocrate. Et là, moi, je parlais à des collègues américains qui me disaient, en anglais, c'est « she got focus group to death ». Ils ont fait des focus groups, puis là, ils ont rentré ça, puis elle a fini par dire un paquet de choses qu'elle ne croit pas. Mais elle les a dit, il faut que j'existe. Le parti vire à gauche, je dois renchérir à gauche. Puis c'est là qu'elle a dit un paquet de choses qui sont 80% de ses problèmes aujourd'hui. Définançons la police, pas de fracturation hydraulique, pas de criminalisation de l'immigration, pas d'assurance privée en santé. Oublions si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est absolument incompatible avec la masse de l'électorat, là. Et son colistier, qui est aussi connu pour des positions un peu plus à gauche quand même. Mike Walz est intéressant là, parce que Tim Walz, est intéressant. Il s'était présenté d'abord comme un centriste. Il a d'abord gagné comme un centriste. Et au Minnesota, à un moment donné, ils ont eu toutes les clés du pouvoir, donc la Chambre. Et là, il a passé un paquet de mesures qui peuvent être considérées comme plus à gauche. Mais la manière dont il en parle, il n'en fait pas un débat contre des Blancs, contre des hommes. Il dit, moi, là, si vous pensez que je suis communiste parce que je paye le lunch des enfants à l'école et le déjeuner, OK. Ma mesure de gauche, c'est que je pense que des enfants avec le ventre plein apprennent mieux. On est assez dans du pratico-pratique, là. C'est du Québec solidaire aussi. Je suis pas sûr qu'il serait compatible avec Québec solidaire. Non, c'est une blague simplement parce que récemment, Québec solidaire parlait d'offrir les déjeuners le matin pour les enfants. Et puis, je dis ça sans mauvaise blague parce que c'est une politique qui comment dire, elle est valable. Ensuite, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais elle est à tout le moins légitime. Mais c'est quoi le contraste d'abord? Parce que, tu sais, on parle de ce soudain virage du Parti républicain. Moi, je sais pas, peut-être toi, tu suis les choses un peu plus directement, puis tu l'as vu venir. Moi, c'est comme du jour au lendemain, il y a Trump qui sort, puis tout à coup, les républicains sont devenus des extraits. Tu sais, les voix dans le parti, tu mentionnais un peu, toutes les voix de gauche des démocrates, ben, ils se sont un peu retrouvés, rétrécis, puis ils se sont campés un peu plus au centre. Tu sais, les républicains, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils étaient cachés quelque part? C'est des nouveaux républicains ou c'est des gens qui ont changé d'avis? Tu sais, la question, c'est pas plus qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce qu'on a tous vu ce changement-là que Trump a amené à son parti. La question qui m'inquiète, moi, personnellement, c'est bon, éventuellement, il va y avoir un après-Trump. Le Parti républicain, ça va être quoi comme parti? Mais d'abord, le Parti républicain traditionnel, il existe encore, il est en exil, on va le dire comme ça. Ou bien ils sont à l'extérieur, envoyés en exil, Liz Cheney, Mitt Romney, des gens profondément honorables. Ou ils sont là, puis ils disent rien, ou ils disent ce qu'il faut dire pour survivre. Ouais. Parce qu'ils savent que s'ils disent un mot en dehors, ça ne marche pas. Beaucoup de ça a d'abord émergé en 2010. Souvenez-vous là, du Tea Party. Mm-hmm. Comment c'est né, ça? C'est né dans ce qu'on pourrait appeler, je ne veux pas remonter à l'époque de Cité libre, mais c'est la trahison des élites. Il y a eu des générations qui ont eu le sentiment qu'il y a une trahison des élites et ça a causé une perte de confiance dans les institutions. Avant Nixon, on ne pensait pas que le président pouvait mentir. On s'est rendu compte que ça se peut. Alors, ça a créé un ressac très important dans la perte de confiance. Moi, je suis un institutionnaliste. Il n'y a rien de plus grave que des gens qui perdent confiance dans les institutions. Après ça a été la guerre du Vietnam. Puis là, tu t'es rendu compte que ça se peut que les élites te mentent, que c'est pas ça qu'ils veulent faire, puis ce qu'ils te disent, c'est pas dans l'intérêt national. Puis après ça, on a été correct. Jusqu'à, moi, je pense, une série de 3 fractures profondes
qui sont arrivées. La première, c'est la crise financière de 2007-2008. Clairement par une élite financière qui a ambitionné au détriment du bon peuple et une élite politique qui a voté une aide pour sauver les banques, pour que les banquiers se votent des bonus. Il y a un ressac par rapport à ça. Les gens ont dit, tous ces gens-là travaillent contre mes intérêts, donc je ne vais pas aller réformer la chose. Je vais aller donner un grand coup de pied dans la ruche. Ça, c'est un. Après ça, tu as la guerre en Irak. C'est ça. Puis je dirais qu'il y a un bout de la COVID après. Ouais. On me disait que ça prenait un masque, après ça, on me dit que ça n'en prend pas. Puis là, les gens ont eu l'impression, tous ces gens-là, puis c'est ça, la foi profonde qui anime les gens derrière Trump, c'est rien de ça ne mérite de crédibilité, fait que je vais prendre quelqu'un qui me dit, moi, je vais tout casser. Est-ce qu'on peut rajouter à ça, et je le dis tout en étant quelqu'un favorable au libre-échange, là, je suis totalement favorable au libre-échange, en même temps, j'essaye d'avoir une vision critique des choses. Est-ce qu'on peut dire aussi que, économiquement, le libre-échange a peut-être aussi eu un impact que les Américains n'avaient peut-être pas nécessairement vu venir, c'est-à-dire la fermeture de certaines usines. Des villes. Oui, des villes, absolument. Mais des villes qui vivaient autour d'usines, dans le fond. Tu as parfaitement raison. D'abord, moi-même, le libre-échange, reconnaissons une chose. Moi qui est pour le libre-échange, depuis 30 ans, c'est pas tellement différent du débat sur l'immigration aujourd'hui. Là. Depuis 30 ans, la chose à dire, c'est que tu es pour le libre-échange. Si tu n'es pas pour ou tu as des doutes, tu n'as pas compris. On n'a pas besoin de débattre avec toi. Là. On ne débat pas avec quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Tu es juste, comme dirait Jean Chrétien, tu es du passé. Tu n'es juste pas là. Puis là, on s'est mis à ne pas comprendre que... Et d'ailleurs, il y a un livre fantastique qui s'appelle The Splendid Exchange. C'est l'histoire des échanges commerciaux depuis que le monde est monde. Et la conclusion est toujours la même. Les bénéfices sont très importants pour la masse. Les désavantages sont hyper concentrés sur quelques-uns. Alors, si demain matin, moi, je suis du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on laisse rentrer l'aluminium de Chine, si l'aluminium est moins cher pour tout le monde, c'est bien gentil. Mais moi, je n'accepterai pas que ma région meure pour autant. C'est ça. Alors, allez voir le film In the Furnace, qui est en marge d'une ville classique d'où vient J.D. Vance, là. Mono-industriel, où il y avait une certaine prospérité, et ça meurt parce qu'il y a des échanges commerciaux. Et ces gens-là, face à leur tragédie, on leur dit, vous n'avez juste pas compris, c'est merveilleux. Comme on leur dit, face à l'immigration illégale, qui est un réel problème, non, vous n'avez juste pas compris, vous êtes raciste, vous êtes xénophobe, c'est merveilleux. C'est ça. Tu poses une question, tu fais partie des infréquentables. C'est ça. Mais moi, j'en connais pas des gens qui se disent, ouais, je vais aller me flageller, là, j'aurais pas dû. J'ai tort. Ouais. Mes angoisses sont illégitimes. Oui. Mais là, ensuite, c'est un peu la nature de la politique d'aujourd'hui où la nuance a disparu du débat public. Là, tu fais référence à l'immigration. Je reviens un petit peu au Québec rapidement. L'ancien premier ministre Philippe Couillard, qui était quand même connu pour être une sorte d'intellectuel qui était capable d'avoir des discussions plus profondes sur des sujets plus complexes. Et à chaque fois qu'il essayait de faire des nuances sur ce sujet-là, il était mal pris. Donc, c'est là, c'est un peu... C'est-à-dire, dans le fond, c'est que la politique, finalement, sa nature te pousse à prendre des positions qui sont tranchées et non pas nuancées. Donc, tu es soit 100% côté... c'est 100% noir pour toi ou 100% côté blanc. Mais tu sais, les nuances ou les entre-deux... Dans la mise en œuvre, ça prend beaucoup de nuances. Là où je pense qu'il ne peut pas en avoir, parce qu'il n'y avait pas de nuance, c'était, si tu poses une question sur l'immigration, tu es un raciste. C'est ça. Ben, ça se peut pas, là. Il y a des réels enjeux. France a des villes aux États-Unis, tu peux avoir le cœur sur la main. Imagine ça, tu as des parents qui reçoivent une lettre qui disent, ben là, il n'y a plus de cours d'éducation physique parce qu'on va héberger les gens dans le gymnase. OK. Il n'y aura plus de bibliothèque la fin de semaine parce que le budget est... À un moment, il y a une limite physique. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que les gens sont inhumains et non. autres. Alors, d'aller leur dire, il n'y en a pas de problème, c'est merveilleux, ce qui était presque le discours démocrate jusqu'à tout récemment, là. À la fin, en politique, la vraie loi, celui qui gagne, c'est pas celui qui a la meilleure réponse. C'est celui qui répond à la question qui intéresse les gens ou qui inquiète les gens.
il manque de Bill Clinton dans l'affaire. Là. Bill Clinton, sa phrase classique, c'était « I feel your pain ». J'entends votre angoisse, je la comprends, elle m'habite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et d'avoir ignoré tous ces enjeux-là et une partie claire de l'Amérique, c'est pas normal. Quand Trump a gagné en 2016, il a gagné dans des coins qui n'avaient jamais voté républicain depuis fort longtemps. Là. Ces gens-là ne se sont pas dit demain matin, je suis rendu un conservateur. C'était des cols bleus syndiqués qui travaillent sur des lignes de montage. Là. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui ne me parle plus. Et c'est là où le succès de Biden, c'était de ramener le Parti démocrate auprès des classes moyennes. C'est ça. Au lieu de l'élite urbaine. Là. Ouais, vas-y. Non, mais en fait, j'allais t'inviter peut-être à rentrer dans la poutine des dernières semaines et tu parles-tu du débat? Le débat, mais même un peu avant ça, là, on peut parler de des affaires là, depuis le débat de M. Biden qui s'est mal passé. Ça, c'était affreux. Puis, on parle à plein de gens. On a des amis aussi qui suivent la politique. Puis, un des affaires qui sortent, puis pas juste des gens qui suivent la politique. Monsieur, madame, tout le monde là, qui se réveille, amène leurs enfants à l'école, va au travail, revient. Ils n'ont pas le temps que nous avons pour suivre l'actualité. Ils attendent des bouts ici et là. Et ce qui revient souvent, c'est mais comment se fait-il que le Parti démocrate n'a pas vu l'état de santé de M. Biden, puis tout à coup, après le débat, ils ont dit ça va mal notre affaire, let's change. Oh, OK. On oublie ça, là, reset, puis on amène un autre candidat. C'est pas un mensonge, parce que, on regarde tout ce groupe de personnes autour du président Biden, que ce soit sa directrice de communication au White House qui disait, mais non, il n'y a pas de problème. Kamala Harris qui disait, ben non, il est correct, Biden, c'est le meilleur candidat, c'est la meilleure personne. Puis là, tout à coup, après le débat, que tout le monde a vu que ça va mal. Tout à coup, on tourne la page et dit vite, il faut qu'on change ça. Mais d'abord, moi, je pense que dans 20 ans d'ici, on va reconnaître que la présidence de Joe Biden a été majeure et redoutablement efficace sur des dossiers là, fondamentaux. Que ce soit l'Ukraine, que ce soit l'OTAN, que ce soit surtout le Inflation Reduction Act, la réimportation de l'industrie des semi-conducteurs, des choses transformationnelles là, pour les 2 prochaines décennies. Ensuite, il y a le concept de très mauvaise journée. Parce que si j'enlève ce débat-là, ça ne veut pas dire qu'il ne méritait pas d'être remplacé, mais si j'enlève ce débat-là et je prends son discours du lendemain en Caroline du Nord, il avait l'air d'avoir été là, trempé dans le Red Bull. Si je prends son autre discours à un moment donné qu'il avait fait dans un autre État, c'était pareil. On se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la grande chance des démocrates, c'est que le débat a eu lieu aussitôt. Ben oui. Parce qu'après ça, si c'était ça qui est arrivé hier, tu ne peux plus le changer. Là, il est trop tard. Alors, après ça, ce qui a fait que Biden est resté là, c'est que peut-être qu'on peut faire cette réflexion-là à Québec, cette réflexion-là à Ottawa. Si je le change, je mets qui? Et il n'y a aucune des réponses qui était « je mets Kamala Harris ». Il y a une raison pourquoi les gens ne la voulaient pas. Elle ne s'est même pas rendue au vote dans sa première course. Là. Alors là, OK, mais là, Puis Biden était absolument convaincu qu'il n'y a personne qui avait, comme il a beaucoup regretté de ne pas être allé en 2016, parce que lui, d'ailleurs, dans son livre, il l'a dit, je pensais qu'Hillary Clinton n'était pas branchée sur des gens que le Parti démocrate est en train d'abandonner. Ce livre-là est lumineux. Puis il voyait qu'il était celui qui était capable de s'assurer que le Parti démocrate reste branché sur la classe moyenne versus une espèce d'élite urbaine. Et qui était capable de maintenir, comme d'avoir son aile un peu énervée, puis il y en donnait juste assez, mais pas trop. Il ne voyait pas de personne capable de prendre la suite. Et même après le débat, on oublie, là, mais il a fait quand même une lettre ouverte en disant « Hey, moi, j'ai gagné les primaires, là. On ne va pas faire comme si ça, c'est pas arrivé. Là. J'entends toujours tout ça était attaché avec du fil. Je pense qu'on sous-estime l'improvisation en politique. Alors, à un moment donné, c'est devenu... Quand tu as fait ce débat-là et que 50 millions d'Américains t'ont vu, c'est pas viable. Et après ça, il n'y avait pas de retour. Puis là, c'était le pire des deux mondes pour les démocrates. Parce que tout ce qui s'est passé après, que ce soit son entrevue avec Stephanopoulos et les autres, Biden n'était jamais assez bon pour qu'on se dise il a juste eu une très mauvaise soirée, mais sinon, c'est parfait. Mais il n'était jamais assez mauvais pour qu'on se dise OK, that's it, on débranche.
Et là, tu es un peu dans les limbes pendant tout ce temps-là. Toi, tu penses qu'il n'a pas été si mauvais que ça? Que bon, c'est juste une Non, journée? au débat, c'était absolument terrible, mais c'est après. Okay. Après, il y avait des discours où il avait l'air en feu, ouais. puis des entrevues où c'était pas convaincant. Il était toujours dans les deux. Là. Fait que t'es jamais déterminé. Oui. Mais c'était non viable que ce soit à peu près ça Nancy Pelosi. Il y a une journée, là, j'appelais ça les 3 bombes dans la journée. Tu te lèves le matin, tu viens de dire « je reste ». Et là, c'est comme si la présidente de caucus disait « nous attendons la réponse du candidat ». Non, mais il vient de te répondre. Nous l'invitons à poursuivre sa réflexion. Mais il vient de répondre. Il y avait ça. La lettre ouverte de George Clooney était assassine en disant « moi, je le vois, je le croise, etc. Je l'aime d'amour. Mais celui que vous avez vu au soir du débat, c'est ça. » Mais surtout que George Clooney, comme quoi, il y a 1 semaine ou 2 avant ça, il lui avait ramassé je ne sais pas combien de millions de dollars dans un événement de financement, puis là, il sort contre lui. C'était vraiment Oui, mais ces choses-là sont travaillées tellement longtemps d'avance, puis à la fin, George Clooney, comme bien d'autres, c'est un bundler. Son travail, c'est de ramasser des sous, il le fait bien. Ça prend tellement, d'ailleurs, ça me fait rire. T'sais, les gens, des fois, les Américains me disent comment ça marche chez vous le financement. On peut pas comparer, là. Mais vous faites comment là, pour sortir de chez vous le matin? Là? Alors, $100, là, ils n'en reviennent pas. Là. Alors ça, c'est intéressant parce que on dit souvent que l'été chaud et l'été politique aux États-Unis était particulièrement chaud parce que, alors oui, il y a cette histoire de débat qui s'est mal passé pour Biden et qui a abouti finalement à son retrait et l'arrivée de Kamala Harris. Mais ensuite, il y a un scénario de film. Là, on aurait dit House of Cards. C'était cette histoire de Trump, la tentative d'assassinat, etc. Honnêtement, Guillaume, sérieusement, là, tu sais, sur le moment, quand j'apprends ça, je pense que c'est une notification, je ne sais pas quoi qui est sorti. Moi, regarde, il y a des... Je pense que je suis passé à un cheveu de devenir complotiste. Je me disais, non, ça se peut pas. C'est arrangé, cette affaire-là. D'ailleurs, au-delà de ça, s'il avait fallu que l'irréparable se produise, je pense que ça aurait fracturé encore plus le pays. Puis ça aurait été très, très grave. Là-dessus, il y a quelque chose qui est intéressant. Oui, on parle de l'assassinat de Trump parce que les gens ont vu le débat avec une victoire extraordinaire de Kamala Harris sur Trump. Mais l'élection est dans 50 jours. Les gens ont oublié déjà. Est-ce qui regarde Trump aujourd'hui là et le voit comme le miraculé qui marche sur l'eau qui vient d'échapper à la mort? C'est tellement loin dans notre souvenir c'est plus ça notre première analyse. C'est vrai. Mais à l'époque, tout ça arrivait, on est à la veille de la Convention démocrate. Alors, tout ça arrive, on est à la veille de la Convention républicaine. Joe Biden est toujours le candidat. Moi, j'étais à la Convention républicaine. Là. Les républicains se faisaient du high five en disant on va tout gagner. On va pas juste gagner, ça va être un raz-de-marée à tous les niveaux. Les démocrates que je connaissais commençaient à dire j'y vais pas à la Convention démocrate, qui était un peu plus tard. C'était là une ambiance de funérailles chez les démocrates. Et là arrive le changement, puis le réel changement, ce qui l'a transformé, c'est qu'on est passé d'une rhétorique générale de je ne veux pas Biden à je ne suis pas sûr que je veux Trump. Le grand changement là, dans le dernier mois, c'est ça. Et là, c'est pas la même chose. Là. Non, c'est pas la même chose. Puis, je te rappelle aussi, il y a eu plusieurs sondages aux États-Unis où les Américains avaient dit qu'ils ne voulaient pas voir un match retour entre Biden et Trump cette année. Et d'une certaine manière, avec ce changement, avec le changement de candidat chez les démocrates, donc on est passé de Biden à Kamala Harris, on dirait que c'est comme si c'était les démocrates qui ont permis à ce que ce match retour n'ait pas lieu. Là-dessus, il y avait une théorie en disant ces deux candidats-là sont attachés à la hanche. Si tu changes un des deux, l'équation s'effondre pour les deux. Là. Si c'était pas Mme... moi, je pense même que c'était Mme Harris, mais si c'était Nikki Haley en face, Nikki Haley serait largement en avance dans les sondages. C'est ça. Ouais. Alors, il y a un enjeu, là. Le fait qu'on voulait d'autres candidats, ça, c'est un classique. Là. Faites un sondage à n'importe quelle élection. Dites-leur, voudriez-vous avoir d'autres candidats? La réponse est toujours oui. Tu sais, qui voudrait avoir moins de choix dans la vie? Mais il y a quelque chose de troublant que c'est les deux candidats les plus vieux de l'histoire qui battent le record d'âgisme
qu'ils ont eux-mêmes établi il y a 4 ans. C'est incroyable. Puis on oublie, mais Trump, c'est la 3e fois que Trump est candidat présidentiel en 3 élections de suite. Et il a été parfaitement et complètement présent dans les médias depuis 4 ans. Et là, on se retrouve avec un débat, je parle du débat Kamala Harris-Trump, où, c'est pas juste le débat, l'élection en général, c'est une bataille à savoir qui, vous allez voir l'ironie, qui incarne l'avenir. Est-ce que c'est la vice-présidente sortante ou c'est l'ancien président? Incroyable. Ouais. Et là-dessus, je pense que c'est rhétoriquement le coup de génie. Il y a plusieurs coups de génie dans la Convention démocrate. Un de ceux-là, c'est d'avoir réussi à faire de Mme Harris la candidate du futur, pas la vice-présidente sortante voulant poursuivre le mandat de Biden. Ouais. Mais tu vois, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que normalement, pour être candidat à l'élection présidentielle, tu passes par des primaires. C'est un peu comme les courses au leadership ici au Canada, qui ne sont pas faciles à gagner, qui sont souvent parfois même plus difficiles à gagner que l'élection générale. C'est une guerre fratricide, là. Exactement. Madame Harris, bon, elle n'a pas eu à passer par ça, finalement. Le contexte lui a été très favorable. D'habitude, quand il y a des espèces de couronnements comme ça, il y a une sorte de déficit de légitimité chez la personne. Mais on dirait que dans le cas de Kamala Harris, puis corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que pour Kamala Harris, comment dire, les gens au Parti démocrate se sont coalisés autour d'elle, qui fait que finalement, c'est comme si, en fait, son déficit de légitimité, non seulement elle l'a rattrapé, mais elle l'a peut-être même dépassé. Et c'est là où Kamala Harris, son meilleur allié, c'est Trump. Trump est le facteur d'unité du Parti démocrate. Parce que c'est pas vrai que tous ces gens-là se mettraient en ligne, là. Biden était capable de tenir ce parti-là ensemble. J'ai aucune idée si Mme Harris va être capable. Mais tant que c'est Trump en face, la motivation est tellement grande. Et souvent, c'est ça. Si tu n'es pas capable de faire l'unité pour toi, fais-la parce que tu es la réponse à pas l'autre. Et c'est ça qui la tient. Et ça la tient vraiment bien, là. Après ça, ben, là, il fallait qu'elle réussisse. On parlait de miracle rhétorique pendant la Convention démocrate. Moi, j'en couvre là, des conventions démocrates depuis 20 ans. C'est la première fois que je vois dans une convention démocrate des gens crier « USA, USA ». Ils ont réussi 2 choses. À reprendre le discours national. USA, le drapeau, l'espèce de patriotisme. Yes. Qui, normalement, là, vous entendez ça à tour de bras, chez les républicains. Exactement. L'autre chose, c'est d'avoir repris à leur compte le thème de la liberté. Exactement. Ça, on n'avait pas vu ça depuis extraordinairement longtemps chez les démocrates, et de le flipper. Oui. Parce que normalement, c'est un thème républicain, mais il n'y a absolument pas une once, une ADN Trump n'a pas 2 atomes de conservatisme à frotter ensemble. Il n'est pas conservateur, pas une seconde. Non. Mais de dire, la liberté, c'est la liberté de ne pas avoir le gouvernement qui vient te voir quand tu rencontres ton médecin. La liberté, c'est de pouvoir envoyer tes enfants à l'école sans avoir peur qu'ils se fassent tirer. La liberté, c'est que tu puisses aller à la bibliothèque et personne ne te court après parce que tu as pris un livre que le gouvernement veut interdire. Et ça, c'est extraordinairement habile. Mais alors, ça, c'est exactement. Puis moi, je suis très heureux que tu apportes ce sujet-là. Puis je ne veux pas trop le philosopher. On est quand même sur un podcast. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis toujours parti du principe, d'un principe d'ailleurs, un principe en observant la politique canadienne, c'est que pour moi, les conservateurs, au sens propre du terme, un conservateur, pas un populiste, un conservateur, qu'est-ce qu'il cherche à conserver? Il cherche à conserver l'idée première du libéralisme. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, il y avait des conservateurs dont on disait que c'était des néolibéraux. Donc ça veut dire qu'ils adhèrent à un libéralisme au sens économique, philosophique du terme. Libéralisme avec ce que ça contient en termes de liberté individuelle, tant au niveau économique que social, etc. Et justement, le fait que au Parti républicain, les conservateurs ne sont plus... En fait, ce parti-là n'est plus un parti conservateur, mais plus une sorte de parti populiste. En passant, on peut aussi le dire un petit peu du Parti conservateur du Canada. À Québec, à Ottawa, regardez la taille des déficits, c'est honteux, là. Ah, c'est ça. Et donc, alors justement, quand tu me parles d'un discours de liberté qui est repris finalement par des libéraux. Les démocrates, c'est des libéraux. C'est pas
c'est pas anodin. C'est comme si, d'une certaine manière, le brand de la liberté est retrouvé par ceux qui, à un certain moment donné, se sont égarés. Et c'est ça. Oui. Puis, sans tomber, Edmund Burke, là, qui est le père du conservatisme au plan politique, a une phrase qui, pour moi, est exceptionnelle. Parce que les conservateurs, c'est pas juste que rien ne change, là, dans le sens philosophique du terme. Sa phrase, c'est « Il faut réformer ce qui doit être préservé ». C'est ça. Et la gestion des finances publiques, c'est pour ça que, historiquement, le Parti vert, c'était le Parti conservateur. C'était le même monde. Parce que la rivière, c'est pas à toi. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est « steward of the land ». Je ne suis que le tuteur d'une ressource qui ne m'appartient pas. Puis mon travail, c'est de la léguer à ce qui s'en vient dans le meilleur état possible. C'est pareil avec l'argent public, là. C'est pas ton argent. C'est ça. Et là-dessus, c'est inquiétant parce que le programme économique de Trump et de Harris sont aussi mauvais l'un que l'autre, je pense. Celui de Trump peut-être un peu pire. Les deux, particulièrement celui de Trump, sont des recettes d'inflation. Mais le déficit américain, il n'y a personne qui se dit peut-être qu'on dépense trop, là. 100% des promesses de dépenses des deux sont 100% ou presque financées par de la dette. Quand l'argent devient trop facile, on sait ce que ça fait, là. Alors, il va y avoir un rattrapage assez gigantesque. La seule différence, Nixon disait, le dollar américain, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Pas sûr qu'on va pouvoir dire ça du dollar canadien. Là, je veux juste revenir au débat parce que certainement, tu en as vu pas mal de débats. Là. As-tu déjà vu un débat chaotique comme ça, avec du n'importe quoi? Je pouvais même pas le croire, ce que j'entendais. En fait, non. Mais si vous suivez des rallyes de Trump, c'est pas tellement différent de ce qu'il a dit, là. Et c'est là le drame. Trump, après le débat, quand je vous dis qu'on vit dans des écosystèmes complètement hermétiques les uns des autres, oui, Kamala Harris a gagné, puis la majorité des Américains qui regardent ça ont l'impression qu'elle a gagné. Trump est en entrevue avec Sean Hannity à Fox News tout de suite après le débat. Et là, je vous résume à peu près l'échange. Monsieur le Président, Monsieur Trump, vous avez tellement été extraordinaire, vous avez tellement gagné. Comment vous avez fait pour être aussi bon? Et lui de répondre, c'est mon meilleur débat à vie, on a gagné, c'était... On est là. On est dans l'ère post-factuelle où, à un moment donné, tu es tellement habitué de parler juste de ce qu'on appelle de l'entre-soi que tu n'as plus besoin de rien vérifier, là. Et l'échec de Trump, c'est d'avoir tombé d'abord tous les pièges de Harris. En gros, résumons le match. Elle avait un super plan de match qu'elle a bien exécuté. Ouais. Lui en avait pas, puis a tombé dans tous les pièges. Ouais. Mais chaque chose qui aurait pu avancer, par exemple sur l'immigration, sur l'avortement, c'est pas si binaire que ça. S'il n'était pas tombé dans son exagération ridicule après la naissance, il aurait pu parler des enjeux. S'il n'avait pas parlé des chiens et des chats que, semble-t-il, on mange là, au dîner, il aurait pu dire il y a des villes où il y a une population qui ne peut pas accueillir autant de monde, avec des vrais problèmes. Springfield, Ohio, là, ça va mal. Là. À un moment donné, je pense que c'est Talleyrand qui disait « Quand un point de vue est aussi exagéré, il en devient ridicule. » Mais ça, c'est à peu près... Trump en avait des cartes maîtresses. Il les a juste mal jouées. C'est ça. Alors, effectivement. Mais d'ailleurs, sérieusement, je pense que effectivement, le débat n'était pas le genre de débat politique auquel on peut s'attendre à ce niveau-ci de la politique. Mais c'est drôle à dire, mais ça a fait en sorte que ça a fait parler de ce débat énormément. Et donc, même les gens moins politisés, à cause de ces affaires. Le débat d'après-débat, même ceux qui ne l'ont pas vu, finissent par lire ou entendre que c'était quelqu'un qui s'est préparé pour être président, puis grand-papa Simpson. À un moment donné, puis à la fin, comme il y a plein de gens qui vont dire mon candidat est ridicule ou autre, puis ils votent pas pour Trump parce qu'il y en a là, qui aiment Trump, j'en rencontre, là, puis c'est troublant là, des fois. C'est pas tous des fous, par exemple. Il y a des gens qui vont dire il est amoral, mais il va me donner mes juges. Oui. Il dit n'importe quoi, il est gênant, mais il va baisser mes impôts. Comment je priorise ces choses-là? Les gens qui vont voter pour Jet Mincing ou Pierre Poilievre ou Justin Trudeau, ça se peut qu'ils disent je pense que M. Trudeau, ça fait trop longtemps qu'il est là, mais c'est pas vrai que je vais voter pour un autre. Ou je pense que le NPD va jamais gouverner dans l'histoire de la Terre, mais j'ai l'impression que je contribue à tirer la couverture à gauche ou autre. Il y a plein de hiérarchisation. C'est pas « j'accepte tout ce qu'il dit ». Là.
Tout à fait. Là, alors, le débat est passé. Il y a eu des discussions pour voir s'il y avait un deuxième débat possible et potentiel. Puis là, on apprend que M. Trump, il considère qu'il a gagné le débat et qu'il n'avait pas à donner une deuxième chance à Kamala Harris. D'abord, c'est le monde à l'envers. Il n'y a personne de raisonnable qui pense que Trump a gagné ce débat-là. Et là, les démocrates, tout le monde joue un peu un jeu. Là. Les démocrates disent ça prendra un deuxième débat. La vérité, c'est si moi j'étais Mme Harris et j'avais gagné à ce point. J'en voudrais pas un autre, moi. Comment il est possible, même si elle gagne le prochain, ça ne peut pas être un écart de victoire aussi grand que ce qu'on vient de vivre. Elle est aussi bien, surtout elle qui donne à peu près aucune entrevue. Il y a beaucoup, beaucoup de parties gratuites pour Kamala Harris dans cette campagne-là. Tant mieux pour elle. Mais elle n'en veut pas vraiment. Sauf que Trump n'en veut pas. Parce qu'à la fin, on va le voir, disons, dans 2-3 semaines, parce qu'il est encore tôt, là, c'est 50 jours encore. Normalement, on aura un débat en octobre, beaucoup plus tard. Mais imaginez, celui qui va vraiment vouloir un deuxième débat, c'est lui qui est en arrière. Là. Si tu mènes par, même si c'est très court, quand tu es en avance, pourquoi tu irais débattre? L'autre chose, par contre, parce que moi, depuis le débat, j'arrête pas de penser, oui, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que, tu sais, c'est pas mal l'égalité, là. Tu sais, on regarde tous les sondages, puis je me dis, oui, mais est-ce qu'elle va vraiment changer de quoi? Puis, j'ai lu quelque part, là, je sais pas c'est où que je l'ai lu, que la plupart, mais pas la plupart, mais un bon 30-40% des électeurs américains, ils votent pas le jour J, ils votent pas le jour de l'élection, ils votent avant. Donc ça commence quoi? Maintenant, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours? Donc, peut-être que ce débat-là, le timing a été pas mal bon, là, surtout pour les indécis. La semaine dernière, on a commencé à voter par la poste en Caroline du Nord, déjà. La semaine prochaine, il va commencer à y avoir du vote par anticipation, entre autres en Pennsylvanie. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles pour Mme Harris. Puis oui, c'est à peu près 4 sur 10 qui vont voter avant le jour J. Puis là, ça dépend des États, c'est jamais clair comment. Puis c'est comme ici, si chaque comté organisait généralement comment il faut faire les élections fédérales ou provinciales. Alors, c'est une complexité folle. Mais oui, ça compte énormément. Là où je pense l'enthousiasme est important, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, tu dois poser un geste positif pour pouvoir voter, au sens où il faut que tu te mettes sur la liste électorale. Okay. Ouais. Ils n'ont pas l'État civil qui va dire « Hey, en passant, on a une naissance, là. N'oubliez pas que dans 18 ans, là, il peut voter. » Là, tu dois poser un geste. Alors, Taylor Swift et compagnie, ça compte. L'enjeu de l'avortement, ça compte. C'est pas, ça ne va pas finir là, 70-30, cette élection-là. Là. Ouais. Ça va être extraordinairement serré. Par exemple, Trump a gagné le Nevada par 30 000 votes. Biden a gagné par 30 000 votes. Ça peut flipper facilement. Là. C'est rien, là. Alors, il n'y a rien de sûr puis de réglé, ni pour un ni pour l'autre. Les deux peuvent gagner, les deux peuvent perdre. On est là. Ah boy. Alors, regarde, il nous reste encore un peu de temps pour discuter, puis c'est super passionnant, honnêtement, on pourrait rester là longtemps. J'aimerais qu'on essaye de nous rapprocher un petit peu du Canada. On ne rentre pas dans la politique canadienne, mais dans le fond, c'est ce qui se passe aux États-Unis, l'impact que ça a sur nous, comme pays, mais aussi sur notre politique et nos politiques, sachant quand même qu'il y a énormément de Canadiens, y compris des Québécois, qui regardent avec attention ce qui se passe aux États-Unis, sans oublier qu'il y a énormément de nos concitoyens canadiens anglais qui écoutent la télé américaine matin, midi et soir et qui ne consomment peut-être que ça. Oui, et là, c'est un bout où je suis partagé, là, parce que peut-être que je fais partie du problème. On suit la politique américaine. Je donnais une entrevue au Devoir récemment, puis il disait, est-ce qu'il y a trop de politique américaine? Puis c'est donc, à un moment donné, comment on peut s'intéresser plus à la politique d'un autre pays qui n'est pas le nôtre? Je comprends qu'il y a des impacts, que la politique à Québec ou à Ottawa, là. Et moi, je pense que ce qui est peut-être triste, c'est que on suit la politique américaine, mais ce n'est pas dans la rubrique politique, c'est dans la rubrique divertissement. Ouais. Alors, c'est pas la même chose, là. On ne mettrait pas autant de temps. Et si on suivait la politique américaine dans une rubrique politique, ce ne serait pas important qu'est-ce que Trump a dit, on va-tu manger des chiens, des chats? Ça n'a aucun impact sur nous, ça. Quelle est la politique commerciale d'un? Quelle est la politique commerciale de l'autre? De tarifaire ou un? Et là, le libre-échange, c'est fini, là. Trump dit, là, je vais parler en logique pour nous, là. Trump dit, moi, je vais mettre des tarifs sur les produits d'ailleurs. 5-10 % peut-être plus.
majeur. Là. Rappelons l'équation générale, 50 % de notre richesse, c'est des exportations. Le 3/4 de ça s'en va aux États-Unis. C'est comme si ton client le plus important se pose la question, est-ce que je vais continuer à acheter chez vous? Alors, c'est presque mortel. Là. Biden, lui, disait, moi, je ne mets pas de tarif, mais 100 % des dollars fédéraux vont aller pour des choses uniquement faites aux États-Unis. Là-dedans, il a déjà parlé de 2x4 puis d'aluminium. Là. Ça, c'est inquiétant. Là. Et là-dessus, il faut donner crédit au gouvernement Trudeau. Beaucoup de notre réflexe médiatique puis citoyen, puis c'est normal, là, c'est de regarder ce qui se passe à la Maison-Blanche. Le policy making puis le lawmaking aux États-Unis est infiniment plus décentralisé que chez nous. Il se prend les vraies décisions qui émergent ou les plus nombreuses sortent du Congrès et des États. Et là-dessus, il y a une brigade. Là-dessus, il y a presque un partenariat parfait entre Ottawa et Québec. C'est une brigade qu'on envoie aux États-Unis, rencontrer les chambres de commerce, les gouverneurs. Exemple, conversation avec le gouverneur du Texas. Monsieur le gouverneur, moi, je vous dis qu'il y a 800 000 emplois au Texas qui dépendent du commerce avec le Canada. Brian Mulroney le disait magnifiquement, il ne faut pas aller aux États-Unis et expliquer aux Américains ce qui est important pour nous. Il faut aller aux États-Unis et leur dire que ce qu'on propose, c'est dans leur intérêt à eux. Ouais. Et ça, c'est un énorme défi. Mais tu ne peux pas faire du lobby auprès d'un autre pays si tu ne comprends pas comment il fonctionne. C'est ça. Et n'oubliez pas, par exemple, juste au Québec, on a une frontière limitrophe avec 4 États américains. 4 États, c'est 8 sénateurs, c'est 8 % d'un corps législatif parmi les plus puissants du monde. C'est juste le Québec. Juste le Québec. Alors, c'est extraordinairement important, d'abord, de ne pas avoir une approche bon et méchant. Là. Les républicains, les méchants, les démocrates, les bons. C'est infiniment plus complexe que ça. Et que ça prend des relations à un paquet de niveaux qui dépassent qui va être à la Maison-Blanche pendant 4 ans. Là. On dit souvent que les phénomènes qui se passent aux États-Unis arrivent au Canada avec un peu de retard, là, 4, 6, 8 ans là, de retard. Là. La campagne victorieuse de Barack Obama en 2008, là, toute la campagne numérique, etc., ben, c'est un peu ce qu'on a vu au Canada en 2015 avec Justin Trudeau, etc. Là, c'était un peu... Donc, on est toujours un petit peu en décalage. Évidemment, cette espèce de phénomène qui se passe avec le Parti républicain, qui est moins conservateur et plus populiste. C'est quelque chose aussi qu'on voit au Canada. Un Parti démocrate qui à un moment donné, s'est égaré à gauche, puis on a vu ça aussi avec le Parti libéral du Canada. On est quand même Canadiens et donc un peu plus modérés que les Américains. J'ai l'impression que les Canadiens, quand ils regardent la politique américaine, bon, évidemment, il y en a certains qui sont plus pro-Trump, d'autres pro-Harris, mais j'ai l'impression quand même que les Canadiens n'aiment pas beaucoup Donald Trump. Et je me demande si pour cette raison-là, ce qui se passe aux États-Unis, puis là, je te sors un petit peu de ton champ d'expertise américain, là, mais je te ramène à quelque chose que tu connais quand même très bien, c'est-à-dire la politique canadienne. Je me demande, est-ce que ce qui se passe aux États-Unis ne va pas influencer le vote des prochaines élections fédérales au Canada? On pourrait imaginer, c'est ça. Puis là, j'imagine, là, si Trump gagne, est-ce qu'il va y avoir une volonté d'avoir... Est-ce que ça aiderait Justin Trudeau, par exemple? Par exemple. Je pense pas. Parce que peut-être à la limite, là, mais c'est la blague, c'est quand quelqu'un tombe d'un précipice, là, est-ce qu'il va vraiment mourir de la noyade? Non, les problèmes sont tellement grands. Par contre, je pense que le Canada est un pays conservateur, là, au sens où prudent, beaucoup plus. On a un filet social beaucoup plus poussé, ce qui fait que quand il y a des crises, puis il y a des crises, elles sont quand même moins prononcées. Mais je vois une perte de confiance dans les institutions. Regardez, par exemple, l'opinion que les Québécois ou les Canadiens ont par rapport aux journalistes, par rapport à leurs élus. Est-ce que je suis d'accord avec eux, mais est-ce que j'ai l'impression qu'ils me disent la vérité? Le fait, moi, je reviens à ça. Le drame, un des premiers virus aux États-Unis, c'est la segmentation de l'information. Il n'y a plus un endroit, là. Tu vis dans un écosystème, tu lis tel type de journaux, tu n'es même plus exposé aux autres idées. Elles deviennent étrangères, ridicules, non considérables. Ça n'a pas de place à table, ça.
Mais là, ça veut dire qu'après, quand un point de vue arrive comme ça, tu n'es même plus à le considérer, il est hors norme. Ça, c'est dangereux. Et je vois de moins en moins de lieux, des lieux, on dirait en rhétorique, des lieux communs. On n'écoute plus la même télé, on ne va plus à la messe ensemble. Puis là, ce n'est pas un plaidoyer religieux, là. C'est où est-ce que l'on se retrouve? On se côtoie. Où est-ce qu'on fait nation? Ouais. Et ça, c'est mon inquiétude première. Puis ça, habituellement, ça amène une radicalisation des positions parce que l'autre devient étranger. C'est intéressant, puis on peut garder cette conversation-là pendant des heures. Je sais que vous êtes tous les deux... Mais moi, je vais poursuivre quand même sur un petit bout, puis je me ramène un petit peu à la politique québécoise. Puis l'idée ici, c'est comme on parle d'habitude de politique québécoise et canadienne, alors on essaye de faire aussi le pont avec ce qui se passe chez notre principal, partenaire économique et géopolitique. On voit, par exemple, qu'il y a une tendance assez lourde depuis une année dans les sondages au Québec qui montre que s'il devait y avoir des élections demain matin, le Parti québécois pourrait arriver au pouvoir. J'ai posé d'ailleurs cette même question à une de tes consoeurs, Valérie Baudouin, mais en tout cas, consoeur médiatique, si tu veux. Est-ce que les Américains sur la politique canadienne, ils observaient la politique canadienne de près dans le temps? Peut-être pas en étant des grands spécialistes, mais quand même un petit peu. Aujourd'hui, on le sait moins. Honnêtement, en tout cas, ils ne nous donnent pas l'impression de beaucoup s'intéresser. Est-ce que, par exemple, tout ce qui se passe avec le mouvement MAGA et la potentielle, réélection de Donald Trump, etc., est-ce qu'on pourrait voir le Canada de manière un peu différente en se disant, tiens, regarde, on pourrait avoir un nouveau voisin, un nouvel ancien voisin, si tu veux, là, qui serait sous forme de pays, le Québec. Est-ce que les Américains pourraient voir ça un peu différemment? Les politiciens américains pourraient voir ça un peu différemment? Si je comprends, comment les Américains voient l'idée de la souveraineté du Québec, là, c'est ça? Mais dans le contexte actuel, parce que... Là-dessus, pour moi, c'est contexte actuel ou pas, il y a des traumatismes, c'est un trop grand mot. Dans le psyché américain, la séparation, ça évoque la guerre civile, ça évoque de pouvoir quitter l'Union. C'est un no-go. Dans le serment au drapeau, aux États-Unis, il y a une nation indivisible. Il n'y a pas de conversation philosophique envisageable à l'idée que tu pourrais te séparer d'un pays. Et ce n'est pas une thèse de c'est une bonne chose pour le Québec ou pas, là. C'est ceci n'est pas. Après ça, est-ce que fondamentalement les Américains réfléchissent à ce serait-tu bon pour nous ou pas? Je pense qu'on ne se rend pas là. Peut-être 3-4 profs d'université, là, mais genre pas plus. Ouais. Non, mais c'est pas... Regarde, c'est une question un peu légère en fin de discussion. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce qu'on a un contexte politique au Canada qui est quand même assez particulier, aussi un peu nouveau. Je parle pas de la souveraineté, parce que ça, c'est quelque chose qui a tout le temps été, mais... J'ai comme un peu l'impression que ce qui se passe au Canada pourrait être... en tout cas, il pourrait y avoir de l'influence de un peu ce qui se passe aux États-Unis. Puis là, je m'explique un peu plus, là. Excusez, je bafouille un peu parce que mes idées se bousculent dans la tête, là. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que demain, un gouvernement conservateur à Ottawa, avec un gouvernement péquiste, souverainiste à Québec, je suis sûr que les Américains, peu importe si c'est Trump ou Harris qui va gagner, vont voir ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est le pays voisin. C'est un nouveau joueur. On a toujours su que les Américains n'étaient pas nécessairement très favorables à une séparation du Québec dans le passé. Est-ce qu'avec tous ces changements qu'il y a pu y avoir dans les dernières années dans la politique américaine, est-ce que ça se peut que les Américains soient moins regardants par rapport à ce qui se passe à leur frontière nord? Je ne suis pas certain que ça arrive dans ces cercles-là. D'abord, au-delà de qui gouverne, on a ici, là, on parlait d'institutionnalisme, les relations institutionnelles entre les deux pays, elle est extrêmement profonde et diversifiée, là. C'est entre des groupes, on
n'est pas le même pays, là, mais c'est tissé avec plein de liens. Que le gouvernement change, ça va peut-être changer une chose ou deux, mais fondamentalement, tous ces liens-là ne vont pas se défaire d'un coup. Là. Typiquement, l'intérêt d'un pays face à l'autre, c'est est-ce que c'est dans mes intérêts? Par exemple, les tarifs pour nous, l'inverse. Si je réfléchis dans une logique américaine, est-ce que le Canada va arrêter d'être celui qui se sauve aux toilettes quand c'est le temps de payer au restaurant? Donc, est-ce qu'il va jouer son rôle à l'OTAN, jouer son rôle avec l'Arctique? Est-ce que le Canada va être un réel partenaire stratégique pour les métaux stratégiques dont j'ai besoin pour les semi-conducteurs? Est-ce que le Canada est un réel partenaire stratégique pour penser la sécurisation du continent? C'est plus dans cette idée-là. Là. Et est-ce que le Canada va être un partenaire stratégique pour l'énergie? Que ce soit de l'énergie hydroélectrique ou des hydrocarbures, fondamentalement, ils ont des besoins. Ils ont des besoins énergétiques, ils ont des besoins métallurgiques, ils ont des besoins stratégiques et sécuritaires. Est-ce que le Canada est une réponse à ça? On pourrait poser la même question. Est-ce que le Québec est une réponse à ça? On est plus dans une analyse comme ça. L'autre étape, c'est est-ce que j'ai un partenaire, pas avec lequel je suis d'accord ou pas, mais prévisible? C'est ça. Et c'est pour ça qu'à tout prendre, je pense que le Canada préfère probablement Mme Harris, pas parce que ses politiques sont meilleures, mais parce qu'il y a un processus davantage prévisible. C'est vrai. Plutôt que Trump, Ouais. là, il n'était pas content sur la photo et autres, puis là, il fait une déclaration, ça fait déraper plein de choses. Ce n'est pas les désaccords qui sont problématiques, il y en a plein, ne serait-ce que la souveraineté sur l'Arctique où les deux pays se sont mis d'accord qui n'étaient pas d'accord. C'est la prévisibilité de la chose. Et c'est encore là, c'est l'institutionnalisme qui nous sauve. Fait que fondamentalement, l'enjeu pour le Canada, qui est le petit joueur, c'est de redevenir pertinent en disant « Nous avons quelque chose à contribuer pour vous aider. » Prenons par exemple l'action du Canada en Amérique latine. L'immigration au sud de la frontière, c'est un problème américain. Au sud de la frontière entre le Canada et le Mexique. Mais si le Honduras avait le niveau de vie de la Suisse, ça serait pas... les gens n'iraient pas là. Si le Canada joue un rôle majeur en Amérique latine, c'est pas pour aider le Canada, c'est pour que le Canada devienne pertinent. Vous avez des problèmes sur X, on peut contribuer sur X indirectement. Ouais. Et c'est là où il faut jouer là, plus large là, que la seule enjeu des tarifs. Là. Très intéressant. Comme je l'ai dit tantôt, on peut continuer pendant des heures. Là. Je veux te remercier, Guillaume, d'avoir pris le temps de venir sur le podcast. Je pense que ça a été magnifique, très informatif. Et je pense que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, vont beaucoup aimer l'épisode. J'en suis certain, moi aussi. Allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez vous abonner sur YouTube et sur toutes les plateformes audio. On vous apprécie énormément. Partagez, commentez, faites toutes ces belles choses-là. On vous verra encore la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Guillaume, merci beaucoup. Merci, Guillaume. Salim, merci beaucoup. Au plaisir, merci. Bye-bye. Ciao tout le monde.